Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Il s'appelle Olivier Lombard, pilote automobile au talent précoce. Il est aujourd'hui un chef d'entreprise engagé dans la transition énergétique. Son ambition avec sa marque Opium, créer, fabriquer des berlines propulsées à l'hydrogène, des voitures haut de gamme et bas carbone. Il est mon invité juste après ces titres. Dans Smart Ideas, vous découvrirez tout à l'heure Alcei, c'est un développeur immobilier qui mise sur la transition climatique. Voilà, deux thèmes dans Smart Impact aujourd'hui, c'est parti. Bonjour Olivier Lombard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ancien pilote auto, fondateur de HMC pour Hydrogen Motive Company et de la marque Opium. Comment est ce projet ? Alors moi à la base je suis pilote automobile et puis j'ai fait un programme de développement de la première voiture de course à hydrogène qui a duré 7 à 8 ans, donc qui a commencé en 2012. C'était dans une entreprise suisse, c'est ça ? C'est ça, oui, avec un laboratoire suisse d'ingénierie qui développait la technologie. Et donc c'est là où j'ai vraiment commencé mes premiers pas dans cet écosystème et ce monde de l'hydrogène. Vous étiez quoi ? Vous étiez comme les pilotes qui travaillent avec les ingénieurs, qui testent, qui donnent des indications, c'est comme ça que... Oui, exactement. Mon rôle, c'était vraiment pilote de développement. Donc c'est de faire le lien entre les ingénieurs et la voiture, ce qui se passe sur la piste. Donc ça va être par exemple de donner mon ressenti sur tel ou tel réglage et puis être force de proposition sur, on devrait peut-être modifier ça pour gagner encore un peu plus de performance. Voilà, donc c'est ce travail que j'ai fait pendant 7-8 ans et finalement qui a payé puisque aujourd'hui on a une voiture de course qui roule quand même de manière très très proche avec les voitures thermiques de course. Donc et on est parti, on faisait pas beaucoup de mètres où on devait ramener la voiture, retravailler, analyser tous les réglages. Et quand on voit le travail qui a été accompli par cette société et par les pilotes, c'est vraiment super. Société Green GT, c'est ça, hein ? C'est ça. Et donc, vous avez décidé de créer votre propre entreprise et donc de produire des berlines haut de gamme. Alors là, on en est au stade du prototype, c'est ça, avec un calendrier qui s'accélère. C'est pour quand la sortie du premier prototype ? Oui, c'est ça. Alors, Opium, c'est vraiment un nouveau constructeur automobile français qui est dédié à la technologie hydrogène. Et effectivement, on a un premier jalon pour nous qui est très important, qui va être le mois de juin, avec un premier prototype roulant qu'on va présenter. D'accord, donc là vous êtes dans le timing, c'est bon, vous avez pu le modèle, j'imagine qu'il doit commencer à ressembler à quelque chose là si on est à 2 mois de l'échéance. Oui, complètement, on est en train de le construire. Donc d'ailleurs j'ai pu m'asseoir dedans il y a pas très longtemps pour voir un petit peu la position de conduite. Et c'est vrai que ça fait quelque chose quand on s'assoit dans la première fois du fruit de cette aventure entrepreneuriale qui a commencé il y a 2 ans. Et petit à petit, on se rapproche du but. Et même si le chemin finalement est assez long, nous 2025, qui est le moment où on va commercialiser les véhicules, c'est demain. Oui, évidemment, ça va arriver assez vite. Alors, elle s'appelle comment cette voiture ? C'est l'Opium Machina. Opium Machina. Quelles sont ses caractéristiques là, si on parle un peu aux passionnés d'automobile, la puissance moteur, l'autonomie aussi, toutes ces questions-là. Alors, le gros avantage de l'hydrogène, c'est que ça amène de l'autonomie. Donc, la Machina, c'est 1000 km d'autonomie. Un temps de recharge. Alors, c'est un défaut de langage parce que finalement, on remplit avec du gaz, qui est l'hydrogène. Donc, un temps de remplissage de 3 minutes. Et puis après, on peut avoir des performances. La Machina, ça va être 500 chevaux. Donc 1000 km, 3 minutes de recharge, 500 chevaux. Ça, c'est ce que permet la technologie de l'hydrogène. Quand aujourd'hui, avec un véhicule à batterie, on peut avoir effectivement de la performance, mais par contre, on va avoir des temps de recharge extrêmement longs. Donc aujourd'hui, on n'a pas de changement finalement dans l'habitude d'un utilisateur. C'est-à-dire que ce modèle-là se rapprochera des habitudes d'un modèle thermique, c'est ce que vous êtes en train de Oui, c'est ça. C'est-à-dire que typiquement, pour recharger le véhicule, on a un pistolet, on branche sur la voiture, et puis en 2-3 minutes, ça y est, on a fait le plein de sa voiture en hydrogène. Et on est de nouveau parti pour 1000 km. Ouais, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de technologies embarquées aussi. Est-ce que, par exemple, c'est une voiture qui peut être une voiture autonome ? Oui, complètement. Ça fait partie un peu de la philosophie du véhicule. C'est-à-dire que cette voiture, on l'a vue un petit peu comme le véhicule de demain. Sachant qu'aujourd'hui, finalement, la façon qu'on voit la voiture ne sera pas forcément la même en 2025 ou 2030. Et pour moi, la capacité autonome du véhicule fait vraiment partie de ce véhicule de demain. Finalement, qui pourra offrir quelque chose de plus
voilà, tout un panel de services pour l'utilisateur et qui permettra de l'emmener d'un point A à un point B. Ouais. Mais ça veut dire qu'on pourra... alors après, ça dépend évidemment de la législation, ça dépend des pays, mais c'est une voiture qu'on pourrait presque laisser conduire seule, c'est ça? Oui, complètement. Ouais. Le niveau qu'on veut atteindre, c'est le niveau 4, Ouais. sachant que vous en avez 5. Et le niveau 4, oui, vous n'avez plus besoin de faire grand-chose dans la voiture, donc ce qui est extraordinaire. Sauf si on veut avoir le plaisir de conduite. Mais ça, on pourra avoir les deux. Double question, qui l'a dessiné et puis, est-ce que la technologie hydrogène, ça suppose des contraintes, justement, pour celui qui design la voiture? Alors oui, celui qui a désigné la voiture, c'est Félix Godard, qui est vraiment un jeune designer de talent qui est passé par Porsche, par Tesla et une autre start-up qui s'appelle Lucid. Et effectivement, la première contrainte que je lui ai évoquée quand j'ai été le voir, c'était que pour un système à hydrogène, il faut beaucoup de refroidissement. Et c'est pour ça que sur la Machina, on voit qu'il y a une bouche d'aération qui est assez importante devant, parce qu'il faut amener de l'air pour pouvoir refroidir tout le système. Et donc finalement, son design, ça a été un point de départ. Voilà, imaginez la voiture autour de cette bouche d'aération, et surtout de ses phares aussi. On a voulu vraiment une signature lumineuse qu'on puisse reconnaître. On les voit à l'antenne pendant que vous êtes en train de nous parler. Vous avez cité Tesla, c'est quoi pour vous? Tesla, pour moi, c'est une réussite entrepreneuriale. Je pense que Elon Musk avait fait très fort avec ce véhicule. Finalement, nous, Opium, on s'inscrit également dans cette démarche, c'est-à-dire d'arriver par le haut de gamme avec un beau produit, une belle voiture, un beau véhicule qui puisse nous permettre d'avoir finalement une créativité un peu plus importante qu'un véhicule dans des gammes inférieures. C'est-à-dire que c'est un modèle, mais peut-être aussi, il y a un objectif de différenciation. Enfin, il faut faire une voiture qui ne ressemble pas à celle qui existe, quoi. Oui, complètement. Non, nous, c'est vraiment d'avoir finalement, c'est d'avoir un véhicule qui aille plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez par exemple une Tesla, une Model S. Nous, finalement, on va avoir plus d'autonomie, un temps de recharge inférieur. Et puis après, c'est essayer d'aller plus loin en termes de relation homme-machine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a appelé ça Machina. C'est pour faire référence un petit peu à l'homme et la machine. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les voitures, c'est surtout... par exemple, une Tesla, c'est vu beaucoup comme un produit technologique. Mais je pense qu'il y a matière à aller beaucoup plus loin et finalement avoir cette relation un petit peu plus philosophique, cette dimension un peu plus humaine entre la technologie, la voiture et l'homme. Et là, on retrouve évidemment le plaisir de piloter. On va parler de votre expérience. Vous avez gagné les 24 heures du Mans très jeune, je crois. À quel âge et dans quelle catégorie? Oui, alors je l'ai gagné à 20 ans et c'était en LMP2, donc qui est la deuxième catégorie aux 24 heures du Mans. 20 ans, personne ne l'avait gagné à cet âge-là, cette catégorie, c'est ça? Non, j'étais le plus jeune de l'histoire. Modèle de précocité. Vous auriez pu, d'ailleurs vous l'avez fait un peu, mais prolonger votre carrière dans les courses d'endurance, dans la course automobile. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé finalement dans votre métier d'aujourd'hui? Je pense que j'ai toujours eu cette petite envie finalement, cette petite étincelle de vouloir créer quelque chose. Et alors ça avait été par des petits projets à droite à gauche que j'avais initiés au fur et à mesure des années, mais finalement qui n'étaient jamais allés à la concrétisation. Et là, cette fois-ci, voilà, j'ai saisi une opportunité. Il y avait plusieurs ingrédients de réunis. J'avais une bonne connaissance de la technologie. Il y avait une très bonne mouvance autour de l'hydrogène qui commençait à se faire sentir. Et puis une maturité technologique qui m'a permis de me dire mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un beau véhicule à hydrogène qui roule? Et c'est de là qu'est née cette idée et je me suis lancé. Et alors vous parlez de maturité, vous avez à peine 30 ans. Est-ce que votre expérience de pilote automobile, ça vous crédibilise quand vous venez parler du projet tout simplement? Je crois qu'il y a eu 2 levées de fonds successives autour du projet Opium. Ça vous aide? Oui, ça aide. Je pense que le sport apporte énormément de choses, beaucoup de valeurs, qui sont appréciées chez des gens du domaine de l'entrepreneuriat. Parce que le sport, c'est beaucoup de rigueur, c'est une bonne capacité d'analyse et encore d'autres qualités. Et donc, c'est ce qui permet aussi d'amener de la crédibilité et de la capacité à pouvoir porter un projet comme celui-là. Parce que c'est quand même un gros projet industriel. Et le fait que je sois passé par un parcours de sportif de haut niveau, ça amène des capacités permettant de pouvoir justement pallier à tous les challenges qui vont se mettre finalement sur ma route. 2 levées de fonds, c'est ça? Vous avez levé combien d'argent en tout? Et 2 levées de fonds, on a levé jusqu'à maintenant 7,3 millions. Et puis finalement, on a plusieurs levées de fonds qui vont arriver.
et qui sont cadencés en fonction de notre montée en puissance sur les différentes phases de développement du véhicule. Oui, alors on peut les rappeler, ces phases. Donc pour le prototype, là, c'est au mois de juin. Après, c'est quoi les phases suivantes? Puisque objectif, production pour le grand public 2025, c'est ça? C'est ça, oui. Fin 2025, c'est le véhicule est commercialisé. Okay. Donc aujourd'hui, on a ce premier jalon en juin, avec le premier prototype roulant. Ensuite, on aura une autre échéance en décembre, avec un véhicule qui sera intérieur-extérieur assez poussé, ce qu'on appelle les concept cars, les show cars. Et puis ensuite, c'est des phases de pré-production. Donc finalement, c'est des phases qui vont nous permettre de nous rapprocher de plus en plus du véhicule final. Tout en le faisant évoluer, ce que vous disiez tout à l'heure, parce que peut-être que ce que vous avez dessiné et prévu aujourd'hui, vous le ferez évoluer en fonction de la technologie ou, des envies du public d'ici 2023-2025. Qu'est-ce qui vous fait croire en l'avenir de l'hydrogène? Pour moi, c'est la solution. Pourquoi? Parce que déjà, il faut quand même savoir que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. En plus de ça, ça a des avantages. Finalement, ça peut être appliqué à énormément de secteurs, que ce soit la mobilité, l'automobile, que ce soit le résidentiel, c'est-à-dire qu'on peut très bien chauffer et alimenter en électricité grâce à l'hydrogène. Donc voilà, finalement, cette vision de société à hydrogène, elle peut vraiment être mise en application grâce à cette molécule qui est l'hydrogène. Mais ça fonctionne, votre modèle fonctionne si c'est un hydrogène vert, décarboné. Donc là, vous êtes quoi? Vous êtes dépendant de la filière que le gouvernement, que la France est en train de monter? Alors c'est vrai, aujourd'hui, on a plusieurs types d'hydrogène. On a le gris, le bleu, le vert et même le blanc maintenant qui provient des cavités naturelles. Effectivement, la grosse partie de l'hydrogène produit aujourd'hui, c'est l'hydrogène gris, qui est produit grâce à des procédés industriels qui rejettent du CO2. Donc c'est pas très propre. Et par contre, il y a une possibilité qui s'appelle l'hydrogène vert, et pour le coup, qui est produit grâce à l'électrolyse de l'eau. Et l'électrolyse de l'eau, elle se fait grâce à de l'électricité qui provient d'énergie renouvelable. Donc là, on a une chaîne complètement vertueuse. Et effectivement, c'est cet hydrogène qui nous intéresse. Et tous les plans d'investissement qui ont été annoncés sont pour justement augmenter toutes les capacités de production de cet hydrogène vert. Et nous, forcément, ça nous intéresse au plus haut point, puisque aujourd'hui, un système à hydrogène embarqué dans une Opium Machina, ça ne rejette que de l'eau. Et on veut vraiment que la chaîne soit entièrement propre. Pour cela, il nous faut l'hydrogène vert. Est-ce que c'est un défi de motorisation aussi? Ou est-ce que finalement c'est un carburant comme un autre, si j'ose dire? Aujourd'hui, vous n'avez plus vraiment de barrière technologique au niveau de la pile à combustible. Vous avez des véhicules qui roulent depuis très longtemps, notamment par Toyota ou Honda qui ont mis en service des véhicules à hydrogène, alors pas très puissants, mais en tout cas, c'est des véhicules, une technologie qui roule depuis longtemps. Et il ne faut pas oublier non plus que l'hydrogène et la pile à combustible, qui permet de générer l'électricité à bord du véhicule, existe dans l'aérospatiale depuis les années 40-50. Donc c'est une technologie qui est quand même très éprouvée. Si on parle des atouts de l'hydrogène, si on le compare évidemment aux voitures électriques, c'est les batteries, le fait de ne pas avoir des batteries très lourdes à embarquer? Complètement. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que aujourd'hui, un véhicule à batterie, purement batterie, vous avez à peu près entre 3 et 600 kg de batterie, ce qui est énorme. On peut même dire que c'est un peu absurde de construire des SUV électriques. C'est-à-dire qu'il y a un poids de batterie qui est gigantesque. 300-600 kg, il faut pouvoir les recharger à la borne électrique, donc c'est quand même très compliqué. Et l'hydrogène, ça permet finalement d'avoir une petite batterie qui permet en fait d'absorber les pics de puissance. Nous, aujourd'hui, on a un véhicule qui fait 500 chevaux. Cette petite batterie qu'on va avoir dans le véhicule, elle va nous permettre d'absorber des pics de puissance quand le conducteur demandera une forte puissance. Et c'est vrai qu'on parle souvent de cohabitation entre le véhicule à batterie et le véhicule à hydrogène. Véhicule à hydrogène pour une longue autonomie, batterie pour l'urbain. Mais finalement, à terme, le véhicule à hydrogène, il peut faire les deux. Et dans un véhicule urbain où on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, on peut même retirer la batterie finalement. Avoir uniquement une batterie pour démarrer et ensuite on n'a qu'un système à hydrogène. Et un système à hydrogène, déjà, il y a plus de batterie, donc beaucoup moins polluant, parce qu'il y a toujours les problématiques de recyclage du lithium dans les batteries. Et donc voilà, il y a beaucoup d'avantages à avoir un système de pile à combustible à hydrogène. Quels sont les freins que vous rencontrez aujourd'hui, les chicanes, pour employer un terme de course auto? Comme tout projet industriel, aujourd'hui, c'est les finances. C'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas eu de soucis par rapport à nos levées de fonds. On a pu faire rentrer des gens, des partenaires financiers
privés qui croient au projet, qui sont des entrepreneurs et des investisseurs chevronnés. Et surtout, c'est des gens qui ont une valeur ajoutée par rapport au projet. C'est-à-dire que ça va être des capitaines d'industrie, ça va être des gens qui ont une expertise, une vision, et surtout qui croient en l'hydrogène. Et est-ce qu'ils viennent du secteur automobile ou pas forcément? Et quelques-uns viennent du secteur automobile. Ouais. Vous pourriez être racheté, devenir une filiale d'un grand groupe auto. C'est un objectif ou pas forcément ça? C'est pas un objectif. Ouais. L'objectif, c'est d'être indépendant. Par contre, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve, et suivant les opportunités qu'il pourrait y avoir, que ça soit pour aider au développement, que ça soit pour aider un développement international, peut-être que travailler avec un partenaire sera envisagé. Je voudrais revenir au plaisir de piloter. Vous pilotez plus aujourd'hui? Plus beaucoup. Oui, plus beaucoup. Plus beaucoup, mais c'est vrai que ça me démange assez souvent. Vous pourriez, vous avez fait les 24 heures du Mans, je le rappelle, vous pourriez participer aux 24 heures du Mans, ou même peut-être qu'il y a un objectif pour la marque Opium d'être présente aux 24 heures du Mans un jour? On sait jamais. C'est sûr que l'ADN de la course est quand même bien parti d'Opium. Et bon, on sait jamais. J'aimerais bien un jour, c'est sûr, voir une Opium dedans, dans le championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans. Et pourquoi pas avec moi dedans. Aujourd'hui, j'ai quand même gardé les capacités et le rythme pour rouler. Donc, j'aimerais bien. Mais bon, déjà, je vais m'occuper du développement de la Machina. Ouais. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, il y aura la garantie d'avoir un véhicule performant et surtout agréable à conduire. Oui, c'est déjà beaucoup de boulot. D'ailleurs, des voitures à hydrogène, au-delà de votre projet, des voitures à hydrogène qui pourraient participer à une course comme les 24 heures du Mans, c'est prévu, ça peut arriver, ça? Oui, c'est prévu en 2024. Et notamment, la voiture que j'ai développée avec la société Suisse Green GT. Oui. L'objectif de ce programme, c'est de pouvoir inscrire en 2024 la première voiture de course à hydrogène. Eh ben voilà, on suivra tout ça évidemment de près. Merci Olivier Lombard. Bon vent à votre Opium Machina. Voilà, on a hâte de voir ce prototype au mois de juin. Voilà, tout de suite, c'est Smart Ideas. On parle d'immobilier responsable. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, on parle immobilier aujourd'hui avec Anthony Pérez. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général du groupe Alcei. Votre métier, évidemment, c'est l'immobilier. À quel point il change ce métier fondamentalement avec les enjeux environnementaux? Il évolue énormément. On a aujourd'hui une véritable attente de nos clients pour pouvoir avoir des lieux de vie, des lieux de travail qui sont proches de leurs attentes, qui vont au-delà de leurs attentes, qui sont des lieux confortables, qui sont des lieux dans lesquels on peut s'exprimer, qui sont des lieux dans lesquels qui sont plus des passoires thermiques, qui ont vraiment été conçus pour eux, pour répondre à leurs besoins et d'une manière très, très directe. Quand on dit immobilier responsable, voilà, c'est le titre qu'on a choisi évidemment pour ouvrir cette interview, ça veut dire quoi pour vous? Alors, on a fait un constat il y a quelques années en fait. On s'est aperçu que la première source d'émissions de carbone, c'était pas le transport, parce que le transport c'est visible, hein. On voit la voiture, on voit l'autobus, on voit le camion, on se dit, on voit les fumées. À notre grande surprise chez Alcei, en fait, en lisant un petit peu, en se documentant, on s'est aperçu que c'était l'immobilier le premier générateur de carbone. Face à cela, on s'est dit, c'est pas possible. Comment notre métier, nous qui produisons des mètres carrés d'immeubles neufs, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Alors effectivement, il y a deux éléments dans l'immobilier. Il y a la phase construction, puis il y a la phase exploitation. Et on a voulu, en fait, on est parti de ce concept-là et on s'est dit, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on réfléchisse différemment à notre métier. Notre métier, c'est pas uniquement de construire pour répondre juste à un besoin, d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir un lieu pour travailler. Mais notre métier, il faut qu'on le pense différemment, il faut qu'on le réfléchisse avec une autre dimension. Et donc, on a voulu intégrer la dimension environnementale pour se dire, on ne veut plus être les mauvais élèves, quoi. On a envie d'être, au contraire, d'être exemplaire et de porter une ambition pour nos clients. Alors, pour la phase de construction, par exemple, ça signifie quoi dans les matériaux que vous utilisez? Il faut réfléchir différemment sur les matériaux, effectivement, vous avez complètement raison. Il faut déjà se poser la question et ne pas simplement réfléchir uniquement par rapport au coût, par rapport à la solution technique. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand vous voulez construire, vous avez plein de solutions, vous avez plein de technologies à votre disposition. Si on n'intègre pas l'impact
environnemental dans la prise de décision, de privilégier tel type de structure, tel type de charpente, et qu'on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup entendre parce qu'elle me fait furieusement réagir, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Ben non, il faut au contraire faire différemment, tenir compte justement de ces impacts environnementaux et pas juste des critères financiers. Alors si on rentre un peu dans si on ouvre le capot, on parlait de voitures avec l'interview précédente, ça veut dire quoi les matériaux biosourcés? Concrètement, il faut mettre plus de bois dans la construction, concrètement il faut mettre moins de matériaux. Aujourd'hui, on est capable, nos anciens, quand ils faisaient des fondations, ils coulaient des quantités de béton. Aujourd'hui, on a des outils pour optimiser tout cela, on a des outils pour faire en sorte de vérifier les quantités mises en œuvre et être économe, être sobre énergétiquement, au risque d'enfoncer une porte ouverte. Le kilowatt, comme la tonne carbone le plus vertueux, c'est quand même celui qu'on ne consomme pas, c'est quand même celui qu'on n'émet pas. Et ce sont des choses simples, mais il faut qu'elles infusent chez les différents collaborateurs, chez les différentes parties prenantes du projet. Oui, il faut emmener évidemment vos collaborateurs et vos sous-traitants, mais à l'inverse, vous êtes aussi poussé par vos clients. Près de 80% de vos projets, ils sont réalisés dans l'immobilier d'entreprise. Oui. J'imagine que ces entreprises, elles sont de plus en plus exigeantes, parce que afficher un nouveau siège social avec des normes HQE, etc., aujourd'hui, c'est quasiment une obligation. C'est une obligation. C'est impossible aujourd'hui pour un chef d'entreprise d'emmener ses équipes vers un nouveau projet, vers un emménagement, sans avoir eu cette réflexion sur l'exemplarité environnementale. Et aujourd'hui, si vous imaginez un immeuble et s'il n'a pas réfléchi à cette problématique-là, c'est simple. Vous êtes juste à côté de la plaque, vous n'êtes pas consulté. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi? On parle de labels, alors il y en a beaucoup, absolument. On peut s'y perdre. Oui. Vous choisissez lesquels, quoi? Alors, on a voulu... alors, il n'y a pas une universalité du label ou d'un label. Il faut être pragmatique là encore. Il faut trouver le bon label pour le bon immeuble. Vous n'allez pas chercher le même label pour un entrepôt logistique, pour un siège social tertiaire ou pour un ensemble d'habitations. Donc il faut chercher quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. Deuxième élément, il faut également tenir compte de l'environnement dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans un environnement dense? Est-ce qu'on est dans un environnement très urbain? Ou est-ce qu'au contraire, il y a la nécessité de préserver une biodiversité, voire de rétablir une biodiversité. On construit beaucoup et de plus en plus sur des friches industrielles, à la place de friches industrielles, dans l'objectif de renaturer ces friches industrielles, d'amener davantage, de renforcer la biodiversité, d'amener plus de verre qu'il ne pouvait y en avoir. Donc aujourd'hui, fort heureusement, la palette des labels à notre disposition, elle est assez vaste, elle est assez ample, et c'est assez intéressant pour ça. Donc il y en a des anglo-saxons, il y en a des français. Oui, mais on pourrait vous dire, vous choisissez le label qui vous arrange. Vous voyez ce que je veux dire? On a voulu, d'abord parce que quand vous êtes face à votre client, il faut l'expliquer, il faut dire pourquoi vous avez choisi ce label-là. Et nous, ce qu'on cherche avant tout, ce sont des labels pragmatiques. Si c'est pour faire de la peinture verte, c'est pas la peine. Au contraire, il faut des choses qui s'expliquent. On a été, en 2012, on a été les premiers à porter un label d'origine suisse qui s'appelle le label Minergie. Pourquoi on a voulu ce label? Parce qu'il était très pragmatique. Il disait moins de 40 kWh par mètre carré par an de consommation, et le tout dans un surcoût d'investissement limité à 10%. Qu'on reconnaît bien l'origine helvétique et qui consiste à dire 1, je ne veux pas consommer, et 2, je ne veux pas non plus avoir un surcoût productif qui soit énorme. Et je peux vous assurer, je serais ravi de vous y emmener, de vous faire découvrir des lieux comme ça. Ce sont des lieux très agréables à vivre, ce sont des lieux très ensoleillés, avec beaucoup de lumière naturelle. Et aujourd'hui, par contre, ils sont sobres énergétiquement. Nous, quand on parle, que vous le disiez, dans plus de 3 cas sur 4, nous parlons à des chefs d'entreprise en face de nous, il y a forcément une dimension économique liée aux charges derrière, liée au coût d'exploitation du bâtiment. Et ce coût d'exploitation du bâtiment, eh bien, encore une fois, les meilleures charges, les charges les plus efficaces, c'est celles qu'on dépense moins. Mettre des euros par la fenêtre pour chauffer, pour climatiser des locaux, alors que la fenêtre est entrouverte, ça n'a pas de sens. Ouais. Un mot des perspectives de croissance pour le groupe Alcei. Comment vous vous projetez dans l'avenir là? Aujourd'hui, le groupe Alcei, c'est un peu plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette année passée, qui a été une année de stagnation. Ça ne nous était jamais arrivé, mais on a dû s'adapter aux contraintes et à l'environnement économique. On a aujourd'hui des perspectives qui font que notre activité va peu ou prou un peu plus que doubler dans les 3 prochaines années. Et tout ça va se faire dans une logique durable, dans une logique responsable. Nos effectifs vont suivre à peu près la même histoire. Alcei, c'est une entreprise de croissance. On a commencé, cette entreprise a été créée en 2000. En 2010, on était à peu près une dizaine de collaborateurs. On est 120 aujourd'hui. Donc, il y a plein d'enjeux. On a la chance d'avoir une matière qui bouge énormément, d'avoir des clients qui nous font des nouvelles demandes, de voir des entreprises qui s'approprient complètement différemment l'espace.
l'épisode sanitaire que nous traversons, j'aurais voulu employer le passé, malheureusement on est encore au présent, l'épisode sanitaire que nous traversons fait que les entreprises comme les salariés sont en train de se réinventer, sont en train de se réapproprier différemment leur lieu de travail, qu'ils soient au bureau, dans leur entreprise ou également à la maison. Effectivement, ça fait des défis à relever pour une entreprise comme la vôtre. Merci beaucoup, Je vous en prie, merci Anthony beaucoup. Pérez. À bientôt. Merci pour votre accueil. Sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur bismart.fr, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut.